Assalamu alaikum ma sœur et bienvenue dans le podcast de Nafsi sous silence. J'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Si c'est pas le cas, ça ira, tout vient d'Allah. On ne désespère pas de la miséricorde, de la bienveillance d'Allah. Prends place où tu te sens le mieux et c'est parti pour le podcast du jour. Bismillah. Alors ma sœur, je vais te parler d'une épreuve et pas des moindres, car cette épreuve fut le commencement d'un mal-être intime très profond qui a eu pour conséquence le non-respect de mon corps de femme. Et c'est très difficile pour moi de faire ce podcast, mais ça va aller, Inch'Allah. Tout d'abord, il faut savoir que je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, pour en vouloir à qui que ce soit, ou pour jeter la pierre à qui que ce soit. Tout est pardonné, et le pardon est essentiel pour une guérison optimale. Donc voilà. Faut savoir que cette épreuve a eu lieu déjà, bon, on va commencer par le début. Je suis née en Afrique. Je suis arrivée en France, j'étais une petite fille de 6 ans avec mon petit frère, on a 2 ans d'écart. Et j'ai fait toutes mes écoles en France, donc j'ai eu la culture... J'ai eu l'éducation et la culture africaine et la culture européenne, l'éducation européenne, pardon. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille où il y a papa, maman, voilà, une famille normale. Donc voilà, est-ce qu'il y a une famille, enfin, le mot normal même, de famille normale, voilà, ça n'est, enfin, il n'y a pas de famille normale. Enfin, une famille, point, tout simplement. Donc voilà. Et voilà, j'ai grandi avec mon petit frère avec qui j'étais très très proche. Et c'était mon camarade de jeu, donc voilà. Et les choses ont commencé à se gâter, je dirais, lorsque, comme toutes les jeunes filles, arrivaient à un certain âge. Et puis moi, à cette époque, j'étais en sixième. Et en sixième, voilà quoi, tu rentres dans la cour des grands et ton corps change parce que voilà, il y a les règles qui arrivent. C'est ta période de menstru qui arrive. Donc moi, ma période rouge, on va appeler ça comme ça, arrive quand j'étais en sixième. Et déjà à cette époque-là, je me rappelle, je sais pas pourquoi j'avais ce sentiment-là de mal-être quand la période rouge est arrivée, où j'ai eu peur, j'étais honteuse, je me sentais sale, c'était très bizarre, j'avais même honte. Je sais pas si tout le monde est passé par ce sentiment-là, mais en tout cas moi c'était le sentiment que j'avais eu à ce moment-là, ou d'être gênée, d'avoir honte, peur de le dire à ma mère. Je savais pas du tout comment formuler la chose, comment lui dire les choses et tout. Et puis au final j'ai eu le courage, je lui ai dit écoute maman, j'ai du sang, je perds du sang, tout ça et tout. Donc elle m'accompagne, elle me donne des serviettes et puis au même moment elle me fait asseoir, elle m'explique c'est quoi les règles, voilà, quant à ça il faut faire attention aux garçons parce que tu peux tomber enceinte, faut vraiment faire attention et tout. Donc moi dans ma tête je savais déjà, mais je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, parce que je me suis dit mais je m'intéresse pas aux garçons, moi déjà à l'époque j'étais très garçon manqué, j'aimais beaucoup me battre. Bon, ça évolue, hein. Je ne suis plus dans cet état d'esprit, quoique. Je plaisante. Ou pas. Mais voilà. J'étais très garçon manqué, donc j'étais vraiment pas du tout dans cet état d'esprit de me dire, ouais, règle est égale à garçon, est-ce que... Pas du tout, quoi. Très insouciante à l'époque. Donc je pensais pas du tout à ça. Et puis voilà, et puis je continue à vivre ma petite vie de jeune fille, quoi, qui est en sixième et tout. Et déjà à cette époque-là, j'aimais beaucoup, ma matière préférée c'était le français, donc j'aimais beaucoup le français, et j'aimais beaucoup écrire des poésies, écrire des poèmes et tout, mais je sais vraiment, j'ai du mal à visualiser si c'était avant cette période, ou c'était pendant la période, ou si c'était après la période, mais c'était durant cette période où j'ai toujours aimé écrire, et ça me permettait de me libérer, ça me permettait de mettre sur papier mon ressenti sur le moment. Si j'étais triste, c'était vraiment des choses tristes que j'allais écrire, ou si j'étais heureuse, c'était des choses heureuses. Donc voilà, c'était vraiment j'écrivais ce que je ressentais sur le moment.
Donc voilà, et puis voilà, le temps passe, et puis un jour, ma mère m'appelle. Et j'étais dans le salon avec mon petit frère en train de regarder la télévision, et elle m'appelle, elle me dit de venir dans la chambre, donc voilà, je la suis, c'est ma maman, donc il n'y a pas à hésiter, et puis c'est les parents, donc t'as pas trop ton mot à dire, quoi, tu suis, et puis c'est tout. Donc je la suis, et de là elle me dit enlève ton pantalon, enlève ta culotte et allonge-toi sur le lit. Ok, d'accord. Bah j'obéis tout simplement, voilà. Sans poser de questions, puis de toute façon pourquoi poser des questions si elle m'a un moment, donc elle me dit de faire ça, donc je le fais. Et la minute d'après, là ça commence à devenir un peu étrange. Mon corps était là, étendu, et puis je la vois regarder entre mes jambes, chercher je ne sais pas quoi, donc je comprenais pas ce qui se passait. Donc moi j'étais allongée là, je regardais juste le plafond. Mon corps était là, mais j'étais complètement ailleurs. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai ressenti un mal-être profond. D'un coup, je me suis dit, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe là? Je me suis dit, c'est pas normal, je me suis dit, mais pourquoi elle me fait ça? Qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle cherche en fait? Qu'est-ce qu'elle cherche? Pourquoi? C'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à prendre conscience vraiment, même si j'avais déjà cette conscience-là, de mon corps, de protéger, de préserver mon corps. Mais là, en fait, c'était autre chose, parce que je me suis dit, mais c'est quand même ma mère, donc si c'est ma mère, donc elle va pas me faire de mal. Donc si elle me fait ça, c'est que c'est normal, en fait. Si elle me fait ça, c'est pour mon bien, c'est pour vérifier que tout va bien, en fait. Donc moi, je suis restée là-dessus, je me suis appuyée là-dessus. Et puis quand tout ça se termine, je me rhabille et puis je repars dans le salon et je m'assois. Je regarde, mes yeux étaient fixés vers la télé, mais je ne regardais pas du tout la télévision. J'étais complètement j'étais absente. J'étais absente, je cherchais à comprendre qu'est-ce qui venait de se passer, pourquoi, qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle a fait ça, pourquoi. C'était vraiment le pourquoi qui était présent dans mon esprit, et je n'arrivais pas à avoir de réponse à cette question. Donc je suis vraiment restée assise à regarder dans le vide. C'était très difficile pour moi. Et puis voilà. Et puis ça passe. Et puis je me dis, bon, c'est normal, c'est ma maman. Si elle a fait ça, c'est que c'est normal. Donc voilà, je continue à vivre ma vie et tout. Et puis les mois et les semaines passent. Et puis un autre jour, rebelote, elle me reconvoque encore dans la chambre. La même situation, la même scène, vraiment, voilà. Et puis je repars dans la chambre avec elle. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit non, ça va recommencer. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, pas question que je me laisse faire. Donc là, je me suis dit non, ça va pas aller jusqu'au point où je vais devoir enlever mon pantalon, me mettre nue, parce que je me suis dit mais non, c'est pas normal que je sois nue devant ma mère. À mon âge, je me suis dit non, je suis plus une petite fille, donc je ne voulais pas. Je me suis dit non. Et donc quand elle me dit enlève ton pantalon, enlève ta culotte, allonge-toi, c'est vraiment à ce moment-là où je lui dis non. J'ai dit je ne veux pas. Et je me suis mise à pleurer. Et je lui ai dit non, je veux pas. Si tu veux me frapper, t'as qu'à me frapper. Si tu veux me punir, t'as qu'à me punir. Si tu veux me faire sortir de la maison, t'as qu'à me faire sortir de la maison. Mais je refuse, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et j'arrêtais pas de répéter je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et en pleurant, en fait, je comprenais pas. J'étais remplie de peine, de tristesse, d'angoisse, de peur, mais de tous les sentiments qui se mélangeaient d'un coup. Et je comprenais pas. Et je me suis dit mais pourquoi moi, en fait? Et je la regardais avec les larmes qui coulaient. Et elle me dit allez, vas-y, sors de la chambre. Et je pars dans la chambre, et je sors de la chambre. Et voilà, et je reste assise dans le salon. Et puis j'essuie mes larmes parce que je voulais pas que mon frère me voie pleurer. Et puis je fais comme si de rien n'était, donc j'encaisse et je me tais. Je me tais une fois de plus. Et je garde le silence. Et voilà, et ça passe. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Les mois, les semaines, les mois passent. Et je vivais avec cette peur en me disant mais pourquoi elle me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout? Et puis un beau jour, j'avais un classeur de français où voilà, il y avait les intercalaires, français, grammaire, dictée, voilà, exercice, tout ça et tout. Et derrière le classeur, en fait, j'avais mis une pochette plastique où j'avais scotché la pochette plastique où j'aimais beaucoup écrire des poésies, des poèmes quand je me sentais mal. C'était une manière pour moi, c'était la seule chose qui me permettait en fait de me vider, de pouvoir exprimer ce que je ressentais sur le moment,
que ça soit pardon, de la tristesse, de la peine, de la joie, enfin tout ce qui me passait, j'écrivais. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire et ça me permettait de pouvoir me vider, me libérer, me sentir mieux. Et puis ce jour-là, quand le classeur s'ouvre et tout tombe en fait. Et mon père était ce jour-là dans le salon, donc il décide par bienveillance pardon, de m'aider. Donc il ramasse mon classeur et de là il voit des poésies. Donc il y avait les poésies, ce qu'on faisait en classe, hein, vous savez, voilà, les poésies classiques françaises, le Corbeil-Renard, tout ça et tout, etc. Et d'autres poésies qui étaient plus intimes que moi-même j'écrivais de moi en fait, ma propre personne, mes propres poésies. Et donc là, en fait, les poésies que j'écrivais souvent, c'était des poésies d'amour, des poésies de tristesse, tout ça et tout, qui parlaient souvent d'amour. Et donc là, il voit ça, et il me dit tout de suite, toi, tu connais les hommes. Donc je regarde, je fais, hein? Il fait, oui, tu connais les hommes, c'est quoi ces poésies? C'est des lettres que tu écris à un homme, c'est qui cet homme? Tu connais les hommes, tu connais les hommes. Et moi, je comprenais rien de ce qui se passait, en fait, je comprenais pas. Je me disais, mais de quoi il me parle des hommes? C'est quoi connaître les hommes? C'est quoi connaître les hommes? C'est quoi connaître les hommes? Je comprenais pas. Et là, ça prend des proportions, mais pas possible, c'était terrible. Donc, il me confie tous mes écrits. Il les prend, il les garde. Et je range mes classeurs et tout. Et je commence à pleurer parce qu'il m'avait très, 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 très fortement crié dessus. Et puis voilà, et puis ça passe. Et puis là, l'atmosphère était devenue très difficile dans la maison. Donc, j'étais pointée du doigt, j'étais regardée un peu de travers, on me surveillait encore plus qu'on me surveillait déjà avant. Et puis voilà, et puis ça passe, et puis les mois qui passaient, la famille s'est agrandie, et puis il a fallu déménager, donc on a déménagé dans une autre ville qui était à tout casser 1h30, 2h de où on habitait. Et on avait déjà visité l'appartement en amont, et puis il a fallu, le jour du déménagement, malheureusement mon père n'était pas là, il travaillait, donc on avait fait appel à un chauffeur, à un déménageur qui était venu avec son gros camion, qui nous avait aidé à porter les cartons, à mettre les cartons dans le camion, et puis à nous accompagner dans notre nouveau lieu d'habitation, pardon. Sauf que le camion, il y avait que 3 places devant, il y avait la place du chauffeur, place pour 2 personnes, et sauf qu'on était, il y avait moi, ma mère, mon frère et le chauffeur. Donc il a fallu se dispatcher les places, pardon. Donc mon frère est parti à l'avant avec ma mère, et moi je suis partie dans le camion avec toutes les affaires. J'avais un peu peur, mais au final ça s'est très bien passé, on est très bien arrivés, alhamdoulilah. Et puis on arrive sur place, on décharge le camion, on monte les cartons, on fait des va-et-vient et tout. Et puis les derniers cartons qui restaient, moi j'étais montée avec un des derniers cartons, et puis le monsieur qui nous avait accompagnés, qui nous aidait aussi, et puis ma mère était descendue en bas, je sais plus trop pourquoi elle était en bas avec mon frère, elle était partie prendre je pense les derniers cartons qui restaient. Et moi j'étais en haut en fait dans la maison, j'étais dans la salle de bain en train de regarder par la fenêtre parce que je me disais waouh c'est vachement haut, c'est haut, j'avais peur en fait, j'avais le vertige, j'avais trop peur. Et puis à un moment j'entends des bruits de pas, donc déjà j'entends la porte s'ouvrir, la porte de l'entrée s'ouvrir, donc je me suis dit peut-être que c'est ma mère. Et au final j'entends des bruits de pas qui arrivent derrière moi, et puis je sens une main qui m'empoigne, qui me vraiment vraiment les parties intimes quoi. Le monsieur, sur le coup je savais pas que c'était le monsieur, mais c'est vraiment après où je sens sa main qui me touche les parties intimes, une partie génitale devant. Il me touche vraiment, mais vraiment il m'attrape, voilà quoi, c'est très voilà. Et je prends peur en fait, et je reste tétanisée. Impossible de crier, aucun son ne sortait de ma bouche. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je me retourne tout doucement et je le regarde avec des grands yeux. Et il me regarde. Et au même moment, en fait, la porte d'entrée s'ouvre et c'est ma mère qui rentre. Et lui, il sort directement de la salle de bain comme si de rien n'était. Et moi, je prends peur.
et je pars me cacher en fait dans la chambre de mon frère où il y avait une autre porte où il y avait un placard. Donc je rentre dans le placard, je m'enferme et je reste dans le noir assise à compris. Je m'assois en fait par terre, à même le sol, et la lumière est éteinte. Et j'attends quelques minutes. Quelques minutes après, le monsieur part et j'entends ma mère qui m'appelle et je sors du placard et je me dirige vers elle. Elle me fait t'étais où? Je fais non, j'étais dans le placard. Elle me fait d'accord, elle me fait ça va? Je fais oui, ça va. Donc et là à ce moment-là en fait je pouvais pas en parler. Je me sentais honteuse, je me sentais sale, je me sentais coupable. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, pourtant je n'avais rien fait de mal. Mais je pouvais pas en parler, parce que je me disais déjà, mais en fait, quelques mois avant ça, il y a eu ce qui s'est passé avec ma mère, tout ce qu'elle a fait, enfin voilà. Et les accusations de mon père qui pensait que je connaissais les hommes, donc je me disais, mais c'est terrible, je peux pas en parler, c'est pas possible, je suis obligée de garder le silence, mais si je leur raconte, mais ils vont s'imaginer que c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, c'est ma faute en fait, c'est moi la coupable, c'est moi la responsable, donc je ne pouvais rien dire, je pouvais que me taire en fait, donc je me suis tue, j'ai gardé tout ça pour moi, pendant des mois, pendant des années, j'ai gardé ça j'en ai jamais parlé à mes parents. J'en ai jamais parlé. Et voilà, et puis j'ai grandi comme ça. Ça a été terrible parce que je me suis dit en fait, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Quel mal j'ai fait? Pourquoi? Quelle est ma place dans ce monde? Quelle est ma place dans cette famille? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour vivre tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tout le monde pense qu'il a le droit de pouvoir poser ses mains sur mon corps sans me demander mon avis, sans mon consentement? Donc j'avais l'impression en fait que mon corps ne m'appartenait plus, j'avais l'impression que tout le monde avait le droit de pouvoir poser ses mains sur mon corps sans me demander mon point de vue. C'était... j'avais l'impression de n'être personne. J'avais l'impression que c'était normal, en fait. Que tout était normal. Que c'était normal tout ce qu'on me faisait vivre. Que c'était normal que ma mère ne puisse pas mettre les mots sur ce qu'elle me faisait vivre. Qu'elle ne verbalisait pas. Que c'était normal que, à mon âge, qu'on puisse regarder mon corps, mes parties intimes, et que c'était normal que ce monsieur qui était censé être là pour nous aider est venu me toucher les parties intimes sans mon consentement, sans me demander l'autorisation ou quoi, qu'est-ce. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie d'une jeune fille. C'est que on se sert de toi, on te demande pas ton avis. Tu n'as pas un mot à dire en fait. Tu subis et puis point en fait. Tu te tais et puis tu gardes le silence. Donc j'ai vécu comme ça durant des années, jusqu'au jour où moi-même je deviens maman, et justement c'est durant mon premier mariage et mon deuxième mariage où, par rapport à tout ça, en fait, j'ai accepté tout et n'importe quoi. Donc je n'étais même durant mon mariage, je n'étais pas capable de dire non. Je ne disais pas non, j'acceptais tout et n'importe quoi. Parce que on ne m'avait pas appris à dire non. On ne m'avait pas appris à préserver mon corps. On ne m'avait pas appris à protéger ce corps, que mon corps m'appartenait et que je ne pouvais pas le montrer à n'importe qui, que je ne pouvais pas accepter n'importe quoi. Mais sauf que moi, j'ai pas eu ces bases-là. J'ai pas eu ces notions-là de protection, de préserver, de pudeur, je n'ai pas eu cela. Je n'ai pas eu ça. C'est en grandissant, quand je suis devenue mère, justement, où j'ai commencé en fait, vraiment cette période où je suis devenue maman, où j'ai commencé à avoir des flashbacks, où je rêvais en fait de cette scène où ma mère m'appelait, viens voir, qui m'enlevait mon pantalon, ma culotte, qui me regardait entre les jambes. J'arrêtais pas de faire ce rêve-là et à un moment donné je me suis dit mais c'est trop bizarre de faire tout le temps le même rêve, tout le temps le même rêve, tout le temps le même rêve. Et j'avais vraiment l'impression de vivre ces rêves-là, que mon corps le vivait. Et puis je me suis dit non, il faut que je pose la question à ma mère. Et puis j'appelle ma maman et puis je lui pose la question. Je dis maman, écoute, je fais tout le temps le même rêve. J'ai l'impression que c'est pas un rêve. J'ai l'impression que je l'ai vécu, mais je suis pas sûre. C'est très flou dans ma tête et j'ai besoin que tu répondes à mes questions. Donc je lui pose la question.
est-ce que, voilà, tu m'as, quand j'étais plus jeune, demandé de te suivre dans la chambre pour regarder entre mes jambes, tout ça et tout. Elle me dit oui, oui, mais t'inquiète pas, c'est normal, c'était juste pour vérifier que tout allait bien, que t'allais bien, mais voilà, même tes sœurs, elles ont vécu ça, j'ai fait ça aussi à tes sœurs et tout, mais t'inquiète pas, ça va et tout, c'était normal. Donc là, moi, je me dis, ok, c'était normal, mais en même temps, il y avait une partie de moi qui me faisait comprendre que mais non, mais c'est pas normal. En fait, à partir d'un moment donné, à partir d'un d'une enfin, j'étais arrivée à un âge où je ne pouvais plus montrer mon corps à ma mère, en fait. Je me suis dit mais non, mais ça n'a pas de sens. Mais en même temps, ça me réconfortait. Ce qui me réconfortait, en fait, c'était de me dire que j'étais pas la seule à avoir vécu ça dans ma famille, donc que mes sœurs aussi, elles avaient vécu ça, donc ça me rassurait. En fait, ça venait éteindre le feu. Donc je me suis dit, bon, ben, si les autres aussi l'ont vécu, ben, c'est que c'est normal, en fait. Donc il y a pas mort d'homme. Donc c'est normal. Mais sauf que, il y avait quand même quelque chose qui me titillait, qui me disait que non, mais c'est pas normal. Donc il a fallu que je pose quand même la question à l'une de mes sœurs. Donc j'ai posé la question à l'une de mes sœurs, euh, celle qui me suit justement, et qui suit mon frère plutôt, pardon. Et je lui ai posé la question et je lui ai dit, écoute, j'aimerais savoir, voilà, je fais des rêves bizarres et je sais pas, j'ai posé la question à maman, elle m'a dit que vous aussi vous avez vécu ça et tout, donc je lui ai expliqué et tout, les choses. Et elle me dit, ah non, non, moi j'ai jamais vécu ça, les autres non plus, donc voilà, en tout cas elle me dit que elle non, donc je me dis si elle l'a pas vécu, c'est impossible que les autres l'ont vécu, encore moins la petite dernière. Je me suis dit c'est impossible. Donc de ce fait, je me suis dit ma mère m'a menti. Et c'est vraiment à ce moment-là où, quand j'échange avec ma sœur, qu'elle me fasse comprendre qu'elle n'a pas vécu ça, et que les autres, j'en suis sûre que c'était pas possible. Donc je me suis dit, mais elle s'est jouée de moi, elle m'a menti. Encore c'était. Et là c'était vraiment terrible parce que c'était une double peine, donc je me suis dit, mais je me suis vraiment fait avoir en fait. Elle s'est vraiment jouée de moi, mais pourquoi? Et là ça a été vraiment très très dur pour moi, où je me suis dit, mais en fait, qui je suis pour elle? Qu'est-ce que je représente pour elle? Je suis quoi? Pourquoi me faire vivre ça, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais pourquoi? Et j'ai plein de pourquoi. Je voulais comprendre. J'avais besoin qu'on mette des mots sur ce que j'avais vécu. Pourquoi? Et je comprenais pas, en fait, les pourquoi ne servaient à rien. Et je me suis dit, mais ça sert à quoi que je lui repose encore la question, que je lui, que je lui fasse comprendre, ben voilà, ce que tu m'as dit, c'est pas vrai, en fait, parce que j'ai parlé à mes sœurs et je leur ai posé la question, elles m'ont dit que non. Donc, c'est qu'il y a un problème quelque part, donc tu m'as menti. Je n'ai pas voulu la confronter à cela, donc j'ai laissé tomber. Mais ça a été très 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 dur pour moi de pouvoir accepter mon corps en tant que jeune fille, en tant que femme. Et c'est pour ça que moi, quand je suis devenue maman, mes enfants, je les ai toujours appris à se préserver, à savoir dire non, à ne pas accepter et à ne pas montrer leur corps à n'importe qui, même à moi en fait. C'est je préserve mon intimité, je préserve mon corps. Si quelqu'un me touche, même à l'école, souvent je leur disais, si à l'école quelqu'un vous touche, il faut le dire à maman, il faut que vous m'en parlez, il faut qu'on échange sur cela. Il faut que vous devez me faire confiance parce que personne n'a le droit de vous toucher. Personne n'a le droit de vous toucher. Votre corps, il vous appartient. C'est à vous. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un veut vous toucher, vous dites non. Non, non. C'était vraiment très important pour moi de vraiment inculquer cela à mes enfants pour qu'ils puissent apprendre à dire non. Et je leur ai appris à dire non. Même à moi, je sais qu'il y a un moment donné où, même là actuellement, deux fois, ah non, non, maman, je vais aux toilettes, tu me regardes pas, non, non, maman, je vais me laver, je veux me laver tout seul, je suis un grand garçon, non, je veux m'habiller tout seul, je veux pas que tu me regardes, maman, tu me regardes. Donc vraiment, ils sont vraiment dans cet état d'esprit de protection, de non, que leur corps leur appartient et que leur intimité leur appartient et qu'ils doivent préserver cela. Et moi, j'ai pas eu cela. J'ai pas eu ça. Et ça qui m'a vraiment peinée, qui m'a vraiment bloquée dans ma vie en tant que femme. Parce que quand tu arrives dans un mariage, tu es censé avoir des bases solides. Mais moi, les bases solides, je les avais pas en fait. Moi, tout était fracassé. Tout était fracassé, donc j'ai accepté tout et n'importe quoi lors de mon premier mariage, pardon, et lors de mon deuxième mariage. J'ai accepté tout et n'importe quoi. Je ne savais pas dire non. Donc j'ai subi des violences, des choses terribles parce que justement, je ne savais pas dire non. Et quand je voulais dire non, en fait,
l'autre n'entendait pas. Donc ça a été très difficile. Donc vraiment, la morale de cette histoire, c'est apprenez à vos enfants, respectez déjà vos enfants, apprenez à vos enfants à dire non, apprenez à vos enfants de se respecter soi-même, apprenez à vos enfants de préserver leur corps, de préserver leur intimité, que leur corps leur appartient et qu'ils ont le droit de dire non et qu'ils doivent vous parler, vous dire les choses s'il y a un moindre souci, n'importe quoi, mais vraiment qu'ils apprennent à garder leur intimité, à garder leur pudeur, parce que les enfants ont cette pudeur de nature déjà, mais à les aider à préserver encore plus cette pudeur, c'est très important, parce que si on ne fait pas cela, si on ne les apprend pas dès le bas âge à dire non, à se préserver, ça va être difficile plus tard. Ça veut dire qu'ils seront en capacité d'accepter tout et n'importe quoi, comme il fut pour moi. Dans mon cas, c'était ça en fait. Moi, on m'a pas préservé, on m'a pas appris à dire non, on m'a pas appris à préserver mon corps, à préserver mon intimité. Chose qui a été terrible pour moi pendant des années et des années où, même quand j'avais ma période des règles, en fait, pour moi, les règles, j'associe ça à quelque chose de sale, quelque chose d'impur, quelque chose de mal, qu'il ne faut pas avoir des règles. Les règles, c'est mal. Et je me rappelle que il y a pendant des années, quand j'avais mes règles, en fait, j'étais dans un état second. J'étais tout le temps en colère, j'étais tout le temps énervée. Je détestais avoir mes règles. C'était une période, mais au-delà de la douleur, au-delà des émotions qui sont un peu, voilà, où on n'est pas bien, on est très, très sensible et tout. C'était même pas ça, en fait. C'était vraiment, moi, mes règles, je l'associais à ce que j'avais vécu. Donc, dès que j'avais mes règles, j'étais mal. J'étais en colère. J'ai détesté pendant des années avoir mes règles. Mais sauf que les règles, en fait, c'est un bienfait d'Allah, justement, qui permet à la femme d'avoir des enfants. Sauf que moi, en fait, ce bienfait d'Allah, je l'ai détesté parce que, justement, on ne m'a pas appris à aimer cela. On ne m'a pas appris à me préserver. Donc, ça a été très difficile. Donc vraiment, prenez soin de vos enfants, prenez soin de leur pudeur, prenez à vos enfants à avoir de la pudeur et accompagnez-les dans ce cheminement-là. C'est très 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 important. C'est très important, sinon vous allez en faire des adultes fracassés, comme j'ai pu l'être. Et alhamdoulilah, vraiment, c'était une épreuve pour moi et j'ai pu m'en sortir, j'ai pu aller de l'avant, alhamdoulilah, vraiment. Et j'ai pardonné à, à, à ma mère, j'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné. Mais ça a été très 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 long et très difficile, très pénible. Mais j'ai pardonné parce que le pardon fait partie, c'est essentiel pour une guérison optimale. On ne peut pas guérir tant qu'on ne pardonne pas. Même si ça prend du temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais le pardon est essentiel. À partir du moment que Allah, lui, nous pardonne de tous nos péchés, il nous pardonne quand on repent pardon, vers lui, quand on lui demande pardon, quand on fait des efforts, quand on met l'intention de changer nos erreurs, et quand on le fait aussi. Voilà, si Allah nous pardonne, nous sommes dans l'obligation de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Donc voilà ma sœur, j'espère que mon témoignage, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi pourra t'apporter quelque chose de positif dans ta vie, donc, car les expériences des autres peuvent nous permettre à nous-mêmes de nous améliorer notre quotidien et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, partage ce podcast avec d'autres et je te dis à très vite, ta sœur Filla Habiba.